On va procéder de la manière suivante. On va prendre 2-3 questions à la fois. Et c'est Roland qui se chargera de vous passer le micro pour que vous puissiez les poser. Et puis après, Golven Body qui répond par rafale de 2-3 à peu près. S'il y en a 5, il y en a 5. Si tout le monde a plein de questions à poser, on peut les poser d'emblée, mais il faut qu'ils prennent le temps de les noter quand même. Voilà. Bon, et ben bonne continuation dans la soirée. J'ai une question, mais avant, je voulais donner un petit complément là sur le dernier ouvrage. Là, moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu un dossier dans Politis, où Piketty est généreux, donc l'un côté Hamon et l'autre côté Mélenchon, montrent qu'ils ont de grandes convergences sur le sujet de l'Europe. Et donc, il est aussi question de cette proposition. Et je pensais que ça avait l'intérêt quand même d'être dit, parce que c'est plus facile d'accès. Et sinon, alors ma question, c'est que qui écrit la Constitution ? Dans la mesure où la Constitution, c'est quand même un outil pour protéger le peuple des abus de pouvoir. Enfin, je pense que ça doit aussi au moins servir à ça. Et qu'il y a un souci si c'est les hommes de pouvoir qui écrivent la Constitution, puisqu'il y a un conflit d'intérêts quand même. Et il y a un exemple récent qui s'est fait avec la Tunisie, où pourtant on avait choisi des gens relativement sages pour écrire la Constitution, et ils ont commencé par se mettre à huis clos. Et après, entre autres choses, ils ont augmenté leur salaire, ils ont défini les postes que eux occuperont. Enfin bon, c'est caricatural, mais c'est un gros risque. Et comme vous avez parlé du tirage au sort, c'est quand même une proposition très intéressante qui court quand même pas mal dans la société civile, de dire l'Assemblée constituante doit être tirée au sort. Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point-là. Oui, moi j'avais une question donc, par rapport au titre même de cette séance, vers la 6e République ou vers une 6e République. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas s'attacher au numéro et que la Constitution américaine était à la fois toujours la même et qu'elle avait changé en profondeur, mais si vous aviez, vous, à dessiner les contours d'une 6e République, quels seraient ces contours ? Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Oui, évidemment, il faut lire tous les débats, tous les articles, toutes les tribunes autour de l'une des propositions qui me paraît vraiment centrale, qui me paraît parmi les plus importantes dans le débat présidentiel, et dont je note avec regret qu'elle n'est pas relayée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Et, bon, il y a des convergences, il y a aussi de sérieuses divergences entre Mélenchon et Hamon sur l'opportunité même de ce projet de traité. Mais pour dire les choses clairement, je pense que Hamon a un peu coupé le pied sous l'herbe de Jean-Luc Mélenchon, et il le met aussi en face d'un certain nombre de contradictions à travers le fait, voilà, il y a un truc qui existe, qui est déjà rédigé, on n'est pas simplement dans l'intention, et on peut déjà aller presque de capital en capital très rapidement, vendre ce projet, en discuter, en débattre, etc. Donc je crois que, moi j'ai l'impression que c'était un coup d'avance, et visiblement ça n'a pas servi à grand chose. Moi ça fait partie des choses que je regrette dans cette campagne. Peu importe d'ailleurs qu'on soutienne ou pas, mais qu'on en débatte au moins. Et qu'on en débatte dans les termes dans lesquels ça mérite d'être débattu, et pas dans des termes fantasmagoriques. Voilà. Alors, sur qui écrit la Constitution et pourquoi. Alors, la Constitution, ça n'a pas simplement pour objectif de protéger les droits des citoyens. Pour ça, d'ailleurs, au départ, ce ne sont pas des textes véritablement constitutionnels qu'on a utilisés. Les Anglais, ils ont inventé toute une série de textes un peu particuliers, Bill of Rights, habeas corpus, etc., qui protègent l'individu de tous les abus de pouvoir et qui ont ensuite été actualisés, intégrés dans ce qu'on appelle la Constitution.
Mais ça me permet déjà de commencer éventuellement à répondre à l'autre question, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est exactement qu'une constitution? Qu'est-ce que c'est que les frontières? En France, on a des constitutions, on a même un garde des sceaux qui est chargé de mettre le sceau sur le texte à chaque fois qu'on le révise. Il y a même une armoire où on conserve précieusement le texte original, plus toutes ces modifications, etc. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'en fait, il ne fallait pas limiter le débat à ça, simplement. Qu'il y a énormément de choses qui débordent de ce que nous appelons, de ce que nous considérons comme des règles constitutionnelles, qui relèvent tout simplement de l'ordre de la loi ordinaire. Le mode de scrutin en France, par exemple, ça n'est pas dans la Constitution. La plupart des modes de scrutin ne sont pas dans la Constitution. Pourtant, une modification simplement législative, acquise par une majorité à l'Assemblée nationale, produit des effets qui sont parfois extrêmement, et qui peuvent être éventuellement extrêmement lourds. Donc la frontière, alors après, qui la rédige? Il y a d'autres exemples, hein. Je parlais du tirage au sort tout à l'heure, en Islande. Il y a eu une expérience de tirage au sort pour désigner un groupe non pas de sages, mais de citoyens, parce qu'il ne faut jamais compter dans la sagesse des hommes en matière de constitution, ou trop rarement, ou avec précaution. Mais il y a d'autres exemples, alors qui la relèvent, par exemple, je parlais du mode de scrutin à l'instant, au Canada, dans 2 provinces canadiennes, de mémoire c'est l'Ontario et j'ai oublié le nom de la deuxième, peu importe, où a été posée la question des modes de scrutin. Et évidemment, la question des modes de scrutin, c'est central. Pourquoi? Parce que si vous confiez aux élus le soin de réfléchir au mode de scrutin, généralement, en effet, on est dans une situation de conflit d'intérêts. Voilà, c'est comme de confier aux élus le soin de légiférer sur le cumul des mandats. Souvent, ça ne marche pas. Et on comprend pourquoi. J'utilisais tout à l'heure une expression un peu imagée, un peu facile, de scier la branche sur laquelle on est assis, mais ça revient à ça. Ou, si vous préférez l'image du harakiri, voilà. C'est difficile d'aller demander à des élus de se faire harakiri. Donc au Canada, dans 2 provinces, ils ont eu recours en fait à la désignation d'une assemblée au tirage au sort pour travailler sur la question des modes de scrutin, en suggérant que c'est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux élus, comme on disait de la guerre qu'elle était une affaire trop sérieuse pour être laissée au seul militaire. Ce qui pose la question, j'entends bien le reproche, je m'y attendais, je m'y étais un peu préparé. Est-ce que ça pourrait être une 6ème République? Moi, je ne suis pas un militant en tant que tel de la 6ème République. Et j'ai essayé c'est une manière de prévenir d'une forme de... C'est le côté un peu désenchantant de la science politique, mais parfois, de prévenir d'une forme de fétichisme, parce que j'ai appelé le fétichisme tout à l'heure, en rappelant qu'en effet, tout ce qui prolonge et ce qui viendrait remédier à la crise politique dans laquelle nous sommes, et qui me paraît incontestable, n'est pas dans la Constitution. Il y a des choses qui sont en deçà, et il y a des choses qui sont au-delà, comme par exemple les questions européennes. Alors après, si on veut rentrer malgré tout dans le fond, mais c'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe d'ailleurs dont je note qu'il est à la fois central et me semble-t-il très handicapant dans la suggestion et dans la posture de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut une 6ème République, très bien. Autrefois, il était capable de dire la 6ème République, ce sera cela, ce sera cela, ce sera cela. Donc de donner un contenu, des objectifs, une orientation, de dire en faveur de quel pouvoir il fallait rééquilibrer les compétences, les équilibres, etc. Et puis, il est arrivé sur l'idée qu'il fallait une constituante. Et le problème, c'est que si vous donnez à une constituante des objectifs avant qu'elle se réunisse, vous fermez le débat. Et vous vous interdisez. Donc on est toujours dans ce paradoxe d'une insistance d'un côté sur les procédures, les formes, l'ouverture, le fait que tout puisse être envisagé, tout puisse être dit, et puis le fait que malgré tout dans le débat, vous avez aussi des positions précises, qui ne sont pas nécessairement celles qui, par ailleurs, seront défendues par tout le monde. Et Mélenchon, il est aujourd'hui dans ce paradoxe et dans cette difficulté à tenir, me semble-t-il, les 2 bouts de cette équation, qui est quand même assez difficile. Alors après, une fois qu'on a dit ça, j'ai quand même suggéré à plusieurs moments dans le propos qu'il y a des mots dont nous souffrons, qui sont assez facilement identifiables. Mais là encore, j'insiste sur l'idée que réécrire une constitution en prenant en compte ça ne suffira de toute façon pas. Et je prendrai un exemple pour le suggérer. Mais en gros, nous souffrons d'une hyper-présidentialisation qui fait de l'Élysée aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'auparavant, parce que l'hypothèse des cohabitations est désormais presque exclue du fait de l'alignement des durées
du quinquennat et du fait qu'on a maintenu en plus au président de la République le pouvoir de dissoudre, ça renvoie donc à un contexte d'hyper-présidentialisation, la disparition du Premier ministre. Mais c'est pas simplement Fillon qui était un collaborateur. Jean-Marc Ayrault a été traité de la même manière. Et ceux qui ont suivi, pas mieux. Bon, il a fallu que Bruno Le Roux nous aide à nous rappeler que Bernard Cazeneuve était par ailleurs notre Premier ministre. Et qu'il pouvait par ailleurs donc licencier un de ses ministres. Bon. Cette hyper-présidentialisation, elle a quand même un problème, c'est qu'elle s'accomplit au détriment pas seulement du Premier ministre, mais au détriment du Parlement. Voilà, j'ai envie de dire, la situation, la contre-situation, le contre-modèle idéal, c'est le modèle de la cohabitation Jospin-Chirac, quoi qu'on en dise. Où la réalité du pouvoir, elle se situe à Matignon, dans le cadre d'un Premier ministre qui n'a pour seule légitimité que sa majorité parlementaire, qui se trouve être par ailleurs une majorité de coalition, donc il faut construire du compromis, il faut dialoguer en permanence, etc. Ça s'appelait la gauche plurielle. Ça reste, à mon sens, un moment assez exceptionnel dans l'histoire constitutionnelle de la Ve. Ce qui veut dire que oui, moi, si vous m'interrogez personnellement, je pense qu'il faut participer à un renforcement du pouvoir parlementaire. Mais en soi, ça ne suffit même pas, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, les parlementaires, s'ils veulent, ils ont du pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ne l'utilisent pas. Mais il y a dans la Constitution des pouvoirs disponibles à la disposition du Parlement. Donc ce n'est pas simplement la Constitution, c'est aussi la question de l'insertion des partis dans le jeu politique, de l'insertion des questions de discipline de groupe, etc. Tout ça est beaucoup plus complexe qu'un seul texte constitutionnel. Alors, deuxième exemple. En 2008, Nicolas Sarkozy arrive justement, alors lui il ne disait pas 6ème République, mais il disait ça va être ma constitution à moi. Donc il y a même eu un moment, une tentative pour dire Constitution Sarkozy. Alors on rentre dans une autre forme de fétichisme. Dans cette proposition constitutionnelle, alors, qui a introduit toute une série de choses assez novatrices d'ailleurs, parfois, il y avait l'idée du référendum d'initiative populaire. Vous savez, vous, qu'en France, on peut faire un référendum d'initiative populaire? Je vais vous interroger juste là-dessus, qui le sait? Ouais, bah oui, mais voilà, on peut le faire, sauf qu'on a fait une grande cathédrale, on a là fétichisé aussi un mot, référendum d'initiative populaire, et résultat, dans la traduction concrète, dont je vous signale qu'on ne la doit pas à Nicolas Sarkozy, mais à François Hollande, et que c'est là probablement à inscrire partie passive de son bilan, c'est le fait d'avoir rendu ce référendum d'initiative populaire complètement inutilisable. Alors oui, on a mis un référendum d'initiative populaire. Donc en France, on peut dire il y a... Les constitutionnalistes, d'ailleurs, ils disent ça dans leur cours. Ils disent il y a un référendum d'initiative populaire en France. On a fait comme les Italiens, comme les Suisses, on est vraiment formidable à la pointe de la modernité. Ouais, mais quand on regarde, non, c'est juste impossible. Il faut 4,5 millions de signatures. Il faut en plus un appui des parlementaires, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans un référendum d'initiative populaire, mais dans un référendum d'initiative partagée. La seule obligation qui pèse par ailleurs sur les parlementaires qui ont gardé le pouvoir, c'est le fait d'examiner un texte. Juridiquement, examiner un texte, ça ne veut rien dire. Il suffit qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, il faut qu'il soit examiné. Donc il n'y a même pas besoin d'un vote. Donc il suffit qu'il l'examine, qu'il l'inscrive à l'ordre du jour, et c'est considéré, voilà. Mais ils peuvent jamais en débattre. Bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis, attention, forme de célébration de grandes cathédrales, de grands mots, de grands slogans. Voilà, c'est des matières dans lesquelles il ne faut pas se payer de mots, et des matières dans lesquelles parfois les points de détail, des choses très peu visibles, a priori très modestes, peuvent parfois changer beaucoup plus que les grands mots dont parfois nos élus se payent un peu trop. Voilà, je sais pas, je pense vous avoir déçu par... voilà, mais... je pense qu'en fait, ce que j'ai essayé de vous dire est, enfin j'espère, plus riche que la seule description d'une 6ème République où tel acteur aurait telle place et telle compétence, tel autre ceci. Voilà. La généralisation et l'exigence d'une radicalisation, d'une généralisation de la démocratie par la recherche d'une meilleure représentativité, par la recherche d'une plus grande implication des citoyens, par la recherche aussi d'une démocratisation de l'Europe, je trouve que c'est presque plus ambitieux justement que le fait de s'en tenir à
Est-ce que le président doit signer des décrets en Conseil des ministres ou pas? Voilà. Parce que c'est aussi ça qu'il y a dans la question. Alors, je vais peut-être avoir l'air de reposer les mêmes questions, de vouloir y revenir, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez ce qui, selon vous, doit être la méthode. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit effectivement laisser à des spécialistes le soin de préparer, en fait, des textes qu'on va ensuite soumettre à ce qu'on vous appelez une assemblée constituante, ou enfin peu importe, ou bien est-ce qu'on doit ne partir de rien? Quelle est la méthode, en fait? Moi, je prends juste à côté, c'est la démocratie, proximité. Non, la question qui est aussi une remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on confond, en tout cas peut-être dans la présentation, une réforme constitutionnelle, ce que j'appellerais l'illusion constitutionnelle, c'est-à-dire que la réforme d'une constitution, ce n'est pas l'amélioration des pratiques politiques. Et je pense en particulier aux pays scandinaves qui ont des monarchies parlementaires et des pratiques politiques qu'on ne pourrait pas qualifier d'exemplaires, mais en tout cas sur lesquelles on pourrait se pencher un peu plus précisément. La Constitution, c'est un cadre. La démocratie, c'est ce qu'on en fait. La Constitution, c'est ce qu'on en fait aussi. Pour mémoire, la Constitution de l'Islande, c'est 2 pages et demie. Et ça fonctionne autrement qu'en France. Oui, personnellement, si je suis venu à cette réunion, c'est pour essayer de comprendre ce que l'on attend de cette 6e République. Parce que peut-être que je suis seul dans ce cas-là, mais je pars du principe que quand on veut changer quelque chose, c'est-à-dire que ce qui existe a des faiblesses, hein, et que ces faiblesses, on va les corriger avec autre chose. Alors j'aurais aimé dans le rapport, la présentation qui a été faite, qu'on compare les grands points qui sont susceptibles de changer. Parce que, je ne sais pas si on est nombreux, mais personnellement, j'ai connu la 4e République, j'avais 28 ans lorsque on a voté pour la 5e République. Je me rappelle de ce qu'était la 4e, à savoir que, bon, bien, c'était un Premier ministre qu'on changeait très souvent, qui formait un gouvernement, il posait sa question de confiance, et puis 8 jours après, tout s'écroulait, hein, si bien que René Coty, qui ne savait plus quoi faire, il a été chercher le général de Gaulle, hein, et vous connaissez la suite. Mais il faut quand même savoir que à ce moment-là, il y avait une quasi-unanimité, hein, pour dire oui au référendum, hein, et qu'il y avait seulement un parti politique particulièrement, et notamment un syndicat, hein, qui ont jusqu'au dernier moment appelé à voter contre, à voter non. Hein. Alors, est-ce qu'on doit dire que ces gens-là avaient raison, ou pas, compte tenu du résultat qu'on connaît, sachant qu'aujourd'hui, bon, il y a nécessité vraisemblablement de le changer, hein. Je raisonne d'une façon parfaitement tout à fait simple, mais enfin, c'est pour ça que je souhaitais un éclairage un peu plus visible sur les différences, de façon à ce qu'on n'arrive pas à une situation qui soit pas meilleure. Je vais être peut-être un peu obligé de me répéter, mais qui rédige la Constitution? Il y a 2 façons d'aborder cette question. Si je la prends littéralement, qui historiquement a rédigé les constitutions précédentes? Deuxième façon de formuler la question, qui doit rédiger la Constitution? Ce n'est pas exactement la même question. Historiquement, les constitutions ont toujours plutôt été rédigées, comme les programmes des formations politiques, en tout cas dans leur dernière étape, par des petits groupes, petits comités parlementaires, petits comités extra-parlementaires, et c'est le cas de la Ve République. La Ve République, c'est un tout petit groupe qui se réunit autour d'un juriste, notamment Raymond Jeannot, dont les travaux d'ailleurs ont pendant très longtemps été tenus presque secrets. Les échanges, les délibérations de ce comité n'ont été rendus publics que assez tardivement. Ils ont permis d'ailleurs à Bastien François d'écrire un très beau livre sur la naissance de la 5e.
République. Est-ce qu'on peut encore recourir aujourd'hui à ça? Non, je ne le crois pas. Mais ce qui pose d'ailleurs toute une série d'ambiguïtés auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Si vous dites que désormais, c'est plus un petit groupe, etc., qu'on est dans des débats où la délibération doit être beaucoup plus large, que l'ensemble des citoyens doivent pouvoir, à défaut de le faire effectivement, doivent pouvoir dire leurs mots, que ça veut dire qu'on est dans des méthodes délibératives, participatives, plus larges. Bon, mais il faut quand même à un moment décider. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rédiger un texte à deux. C'est pas simple. Alors, 45 millions... Voilà, donc il y a un moment, il faut quand même mettre en forme tout ça. Il y a un moment, il faut arrêter la délibération. Là, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Moi, je ne me fais pas d'illusion sur le fait qu'à un moment donné, dans un processus si large soit-il, si démocratique soit-il, si délibératif soit-il, vous retrouverez toujours une position où il y aura un petit nombre de gens qui se mettront autour d'une table et qui diront le truc. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé de toucher peut-être quelques enthousiasmes, mais c'est comme ça que ça se passe, et ça ne peut pas se passer autrement. Entre la délibération secrète du comité constitutionnel de Raymond Jeannot et un processus délibératif qui se conclut par une étape où, oui, il faut rédiger quelque chose, et même éventuellement, pourquoi ne pas penser à la rédaction de projets alternatifs? Voilà, on peut envisager des choses, mais je crois qu'on ne rédigera plus les constitutions comme on les rédigeait autrefois. Sauf à se remettre dans des postures qui sont malgré tout des postures relativement classiques d'écriture des constitutions, c'est-à-dire des coups d'État, des sorties de conflits, des occupations, etc. Là, la rédaction de la Constitution est forcément aux mains d'une petite poignée. Oui, alors sur la question régime, etc., il y a là en la matière une très grande richesse des traditions constitutionnelles. Et je vous rappelle par exemple qu'en Angleterre, il n'y a toujours pas de constitution écrite. Donc il y a des règles sédimentées, des pratiques, etc. Il y a malgré tout aussi des changements qui peuvent s'opérer. C'est un des paradoxes, on peut réviser par écrit une constitution qui n'existe pas. Et on peut décider par exemple de supprimer la transmission héréditaire d'un certain nombre de postes à la Chambre des Lords, etc. C'est vrai qu'il y a des... Alors, la question du régime est encore différente. Le fait qu'il y ait un monarque, ça renvoie quand même à des... Le fait qu'un certain nombre de régimes, en Angleterre, dans le nord de l'Europe, aient conservé leur monarque, ou en Espagne, ça renvoie au caractère parlementaire de ces régimes. Ce sont des régimes parlementaires, donc le Premier ministre détient la quasi-intégralité des pouvoirs réels. Voilà, c'est pas le roi de Suède qui vient au Conseil des chefs d'État européens, c'est le Premier ministre. De la même façon, c'est pas le président en Allemagne, dont personne ne connaît le nom. Voilà, il a une fonction purement symbolique. Alors ce sont des formes qu'on peut éventuellement envisager. Restaurer ce qu'avait été en partie... notamment l'esprit de Michel Debré dans la participation à la rédaction de la Constitution, le fait que le président soit un arbitre et pas un capitaine, c'est-à-dire il est au-dessus et pas dans une équipe, comme chef d'une équipe. Ça, on peut en parler. Ça renvoie à ce que je disais, dire les choix en matière constitutionnelle, ils ne sont pas non plus si nombreux que ça. Et dans les pays occidentaux, dans les pays européens, dans les démocraties occidentales, c'est en gros le débat entre la présidentialisation et le régime parlementaire. Et avec un risque aujourd'hui d'ailleurs, c'est que on voit bien se profiler une tendance générale, même dans les régimes parlementaires, à la présidentialisation. Alors au sens, ici, non pas institutionnel ou constitutionnel du terme, mais au sens pratique. On a des premiers ministres, chefs de majorité parlementaire, qui aujourd'hui s'octroient des pouvoirs dans le cadre de phénomènes, alors qu'ils ne sont pas liés non plus à la Constitution et vis-à-vis desquels les constitutions sont relativement faibles, mais ce sont des pouvoirs de contrôle presque démocratique. Orban, par exemple, en Hongrie, c'est le leader d'une majorité parlementaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la tradition du parlementarisme classique dont il soit le représentant. Il y a des
forme de personnalisation à l'extrême aujourd'hui, y compris dans les régimes parlementaires. Et face à ça, on ne sait pas encore très bien faire, probablement parce que ce sont des phénomènes pas complètement neufs, mais qui ne posaient pas forcément de questions jusqu'à présent, mais qui renvoient aussi à la question des logiques médiatiques, à la question de la personnalisation, à la question de l'incarnation, à la généralisation du suffrage universel direct. Enfin bref. Et à la montée en puissance des exécutifs au détriment du Parlement. Ça s'observe même dans les régimes parlementaires. Alors après, rééquilibrer les pouvoirs vers le Parlement, c'est pas non plus quelque chose de simple. Je crois qu'au-delà de la question institutionnelle, il y a, et en France particulièrement, une vraie difficulté à concevoir le Parlement comme le lieu d'un débat, comme le lieu d'une mise en forme de la conflictualité politique. Et on a en France un problème général avec cette idée du conflit politique. Nous ne savons pas, parce que nous hésitons en permanence entre une forme de déni du conflit politique et une forme d'amour du consensus. Nous aimerions bien que la vie politique ce soit aussi simple qu'un dîner de famille où on mettrait tout le monde autour de la table et où finalement tout le monde s'entendrait formidablement à la fin du repas. Tout le monde sait que ça ne se passe pas comme ça par ailleurs. Mais on a beaucoup de mal à penser la conflictualité. Dès que quelqu'un, et encore plus dans ces régimes de personnalisation autour de l'exécutif, dès que quelqu'un dit autre chose que ce qu'a décidé le président, paf, c'est un frondeur. Dès que Jean-Marc Ayrault a au sein de son gouvernement un ministre qui fait une petite proposition, paf, c'est un couac. Voilà, mais ça renvoie là à des déficits culturels dont nous nous rendons compte parfois en tant qu'enseignants, parce que nous sommes confrontés à travers les programmes Erasmus à des échanges et à des confrontations avec des étudiants étrangers qui, quand ils viennent chez nous au bout de 2 semaines, ils viennent nous voir en nous disant mais c'est juste pas possible la façon dont vous faites cours. Oui, allez-y, intervenez. Nous on attend que ça, hein. Les étudiants qui débattent les nôtres, ils n'arrivent pas, ils ne le font pas. Parce qu'il n'y a aucune culture. Parce que dès qu'un étudiant ouvre la bouche pour tout un ensemble de collègues, y compris moi parfois, c'est déstabilisant, c'est déjà un début de contestation. Bon, voilà. Former les gamins dès l'école à l'apprentissage critique, à la discussion, parce que nous on a fondé dans nos diplômes en licence 3, master 1, et puis maintenant licence 1, un cours de controverse. À apprendre aux étudiants à controverser. C'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'on n'est pas dans cette culture-là. Et faire du Parlement un vrai lieu de délibération, y compris de contestation, etc., ça changerait un peu. Et pas, quand je dis contestation, c'est pas la cour d'école auquel il nous est donné de Dieu d'assister le mardi et le mercredi après-midi. C'est un peu autre chose. C'est une délibération formelle. Alors, ça passe, me semble-t-il, par des formes de contrôle sur le Parlement aussi. Et là, pareil, est-ce qu'on a besoin d'une réforme constitutionnelle pour constater, on n'a pas eu besoin de révision constitutionnelle pour constater que les citoyens de plus en plus exigeants se servent aussi des nouvelles technologies pour identifier ce que fait leur parlementaire à telle heure à l'Assemblée ou ce qu'il plutôt il ne fait pas. Les classements parlementaires, etc. Tout ça, ça contribue aussi à dire, on aimerait bien quand même que lorsqu'il y a une commission, vous y soyez, vous y prenez la parole, que quand il y a une proposition de loi que vous avez signée, vous soyez là pour la défendre. Que lorsqu'on vote l'état d'urgence, ça ne se passe pas avec 130 députés dans l'hémicycle. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Bon, tout ça, voilà, il n'y a pas nécessairement, j'insiste là-dessus, et vous avez raison de faire la distinction entre ce qui relève de la Constitution et ce qui relève des pratiques politiques, les exigences en matière de pratiques politiques. Elles peuvent être fixées dans la loi, elles peuvent être fixées par nos attitudes aussi, et nos exigences propres. Même si, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ces constats critiques ou cette exigence de démocratie, elle est parfois résumée dans l'exigence d'une 6ème République. Voilà, mais moi je me méfie justement de ce slogan, enfin, parce que parfois ça devient une forme de slogan. Alors, sur la question 4e, 5e, oui, c'est vrai, la 4e c'est un régime parlementaire instable, avec en plus un type de scrutin et un mode de scrutin qui ne favorisait pas forcément la constitution de majorité, avec une situation des forces politiques un peu complexe, une extrême gauche, enfin le Parti communiste assez fort, une droite extra-parlementaire ou anticonstitutionnelle, le gaullisme assez fort aussi, donc
la nécessité de gouverner au centre, la troisième force, tout ce que vous voudrez, une instabilité ministérielle chronique liée au fait que c'était pas un régime parlementaire, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle un régime d'assemblée, ce qui n'est pas exactement la même chose, hein, c'est l'assemblée qui a vraiment tous les pouvoirs, là. Alors que le régime parlementaire, c'est un régime d'équilibre aussi entre le gouvernement et le Parlement. Donc le gouvernement est capable aussi de temps en temps de dire au Parlement on se calme. Bon, le régime d'assemblée, c'est un régime où, d'ailleurs, l'une des caractéristiques de ce régime d'assemblée, c'est que quand vous étiez au gouvernement, vous pouviez rester député, dès que vous étiez plus ministre, vous deveniez député. Ce qui a été l'un des motifs de rupture, d'ailleurs, de Gaulle avec la 4e, et ce qui a été un des motifs de la révision de la 5e. Le fait que, quand on était ministre, on ne pouvait pas rester député, et que lorsqu'on n'était plus ministre, il fallait reconquérir son siège de député. Je vous rappelle en passant que c'est une mesure que Nicolas Sarkozy a renversée dans sa fameuse constitution Sarkozy de 2008, puisqu'aujourd'hui, on peut être ministre 6 mois, n'en avoir rien à faire finalement de la solidarité gouvernementale, puisqu'on sait que si on démissionne, on retrouve son siège de parlementaire quand on a été parlementaire avant. Et là, je serais Michel Debré, je me retournerais dans ma tombe. Parce que ça, c'est vraiment une... Voilà, on parlait tout à l'heure justement de 5e, 6e République. De ce point de vue-là, c'est une rupture franche avec l'esprit de la 5e République. Est-on pour autant entrer dans une 6e République? J'en sais rien, mais peut-être pas d'ailleurs celle qu'on souhaiterait, ou celle que les uns les autres vous souhaiteriez. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer une lecture, voilà ce qui est souhaitable, etc. Hein, je ne veux pas non plus entrer en contradiction avec le fait de dire il faut que tout le monde en discute, il faut délibérer, il faut regarder à l'étranger comment ça se passe, il faut revoir notre histoire, et dans notre histoire, ce qu'ont été les points de blocage, pourquoi certaines constitutions ont marché, pourquoi pas d'autres. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Que ça passe par une constituante ou par un débat public pendant un an, avec des retransmissions télévisées, avec des commissions, avec tout ce qu'on voudra, très bien. Mais ne limitons pas non plus le regard au seul texte constitutionnel. Là-dessus, j'insiste encore. Hein. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour transformer les pratiques politiques au-delà de la Constitution. Alors par ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle. Je faisais allusion tout à l'heure à la période de cohabitation Jospin-Chirac. Là, on est dans le cadre d'un régime parlementaire, et c'est la preuve qu'un régime parlementaire, on en a souvent l'image de la 4ème République, régime instable, etc. Sauf que là, ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans. C'est l'un des mandats les plus longs du Premier ministre avec celui de François Fillon. Ça a duré 5 ans parce que, voilà, il y a une majorité, il y a eu un dialogue permanent entre le gouvernement et sa majorité, des ajustements, des compromis. Et ça n'a pas été marqué par l'instabilité. Et par ailleurs, je vous rappelle, dernière remarque, parfois des points de détail ont des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. L'inversion du calendrier, le fait qu'on fasse le scrutin présidentiel, le scrutin législatif dans la foulée, alors qu'au départ, ça ne devait pas être le cas. Cette inversion du calendrier qui a été décidée en même temps que le quinquennat, par ailleurs, je vous rappelle que là, nous sommes les héritiers d'une histoire très anecdotique, très accidentelle. Le calendrier électoral, c'est la mort de Pompidou. Hein. C'est ce qui explique qu'on vote pour les élections présidentielles au mois de mai. Donc ça veut dire que là, un tout petit détail peut changer beaucoup de choses. Si vous mettez les élections législatives avant l'élection présidentielle, évidemment, vous faites de la constitution d'une majorité parlementaire et d'une majorité gouvernementale le point essentiel. Là, il n'y a même pas besoin de changer fondamentalement la Constitution. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on peut envisager, qu'on doit penser, qu'on doit discuter, dont on doit évaluer les bénéfices ou les coûts ou les désavantages. Mais on n'a pas besoin nécessairement de faire des grandes cathédrales pour changer parfois ou donner un sens très différent à des pratiques constitutionnelles ou des pratiques juridiques. Alors tout à l'heure vous parliez de tirage au sort. J'aimerais connaître votre avis sur le collectif Ma Voix, en fait, qui, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un collectif en fait qui veut créer une plateforme en ligne où un député serait élu et voterait en fonction de ce que les gens ont voté sur la plateforme en ligne. Et j'ai une deuxième question à vous poser. Donc en fait, en France, on parle de démocratie, mais est-ce qu'on ne serait pas plutôt en oligarchie? Voilà. Sur la question du tirage au sort, il se trouve que c'est un truc que j'ai pas mal travaillé, puisque moi j'ai été formé par
un enseignant qui s'appelle d'ailleurs, je ne vais pas l'enterrer trop vite, d'autant qu'il est en pleine forme, il s'appelle Bernard Manin, qui a écrit un des rares ouvrages dont on peut dire que de son vivant même il est devenu un classique, un petit ouvrage qui s'appelle Les principes du gouvernement représentatif, et dans lequel Bernard Manin entendait donner une théorie moderne et contemporaine à la notion même de représentation. L'un des paradoxes de ce bouquin, je le dis souvent, mais l'un des paradoxes de ce bouquin, c'est qu'il remontait à Athènes pour nous dire que, contrairement à ce que nous pensions et ce que j'ai dit tout à l'heure, Athènes n'est pas une démocratie directe. Athènes est un gouvernement représentatif. Simplement, ce qui nous distingue d'Athènes, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous distingue, ils ont recours à des représentants, ils désignent des représentants, ils ne se gouvernent pas forcément comme on pense directement. Ils désignent des représentants simplement que dans la désignation des représentants, ils ont recours au tirage au sort, alors qu'à partir de 1789 en France, et à partir du 18e dans les démocraties en général, on aura recours à l'élection. Alors, ce qui me permet de répondre aussi à votre deuxième question, parce que l'élection, nous dit Bernard Manin, il y a un principe distinctif dans l'élection. La théorie pure de l'élection fait qu'on élira toujours des gens qui sont différents de nous. Nous souhaiterions, et c'est là qu'il y a aussi un paradoxe, nous souhaiterions qu'ils nous ressemblent, nous voudrions bien qu'ils nous ressemblent. Nous faisons d'ailleurs en sorte aussi qu'ils nous ressemblent. La parité, c'est le fait que les représentants ressemblent aux représentés, au moins dans cette caractéristique, il y a des hommes et des femmes. On pourrait penser d'autres caractéristiques. Elles sont débattues souvent d'ailleurs dans l'espace politique, sans toujours être traduites en droit. Le fait que les formations politiques soient attentives à la représentation de ce qu'on appelle les minorités visibles, par exemple. Le fait que les partis politiques soient attentifs à la représentation de telle ou telle catégorie socio-professionnelle, etc. Mais ça, on ne peut pas le traduire en droit, et on ne l'a pas traduit en droit. Alors, ce qui est assez rigolo, je reviens sur l'histoire d'Athènes, c'est qu'en fait le tirage au sort a subi, ce que dit Bernard Manin, une éclipse. Pendant jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, tous les traités de philosophie politique, tous les livres de philosophie politique, toutes les réflexions de philosophie politique considèrent que la démocratie, c'est le tirage au sort. Puis au milieu du XVIIIe siècle, paf, ça disparaît. On oublie le tirage au sort. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est une énigme. En passant, je vous rappelle que, par exemple, dans le contrat social que j'ai cité tout à l'heure, Rousseau parle de la démocratie en liant directement la démocratie et le tirage au sort. Sans donner d'explication sur le fait que ce soit faisable ou pas, lui, de toute façon, il était contre les représentants. Mais ça fait retour. L'idée du tirage au sort fait retour. Elle n'a pas complètement disparu non plus, puisque vous savez tous que les jurys d'assises sont composés au tirage au sort sur la base d'ailleurs des listes électorales. Il faut être inscrit, c'est-à-dire les citoyens potentiels pour être tirés au sort. Donc il y a un lien entre la citoyenneté politique et le fait de siéger. Et je vous rappelle que avant 80, mais après 80, il y a des peines très lourdes qui peuvent être prononcées par des jurys d'assises, c'est-à-dire par vous et moi. C'est-à-dire qu'une décision qui pèse sur un individu de manière assez lourde quand même, le fait d'emprisonner à vie quelqu'un, on voit le condamner à mort, au nom du peuple français, c'est quelque chose dont on accordait, c'est un pouvoir que l'on accordait aux citoyens, alors que par ailleurs, dans des tas d'autres domaines, on lui dit « mais non, vous êtes incompétent, vous en occupez pas, on va faire les choses mieux que vous, d'ailleurs vous n'y connaissez rien, et puis nous sommes les seuls représentants légitimes ». Bon, il y a rien comme une forme de paradoxe. Et l'idée du tirage au sort a fait retour en France, notamment à partir de l'ouvrage de Bernard Manin, dans les années 90, 1990, il y a eu toute une série de groupes de travail, etc., qui se sont dit, finalement, ouais, c'est peut-être pas si fou que ça. Et là, pareil, au départ, quand on avait été quelques-uns à travailler sur ces questions-là, on était pris pour des zozos. Les gens, ils nous regardaient quand on disait ça dans un débat public ou dans une réunion, les gens nous regardaient. Ah mais ça va pas, non? Ouais, mais 20 ans après. Le tirage au sort, c'est ce que certains élus locaux font dans des processus de démocratie participative. L'un des plus rigolos, d'ailleurs, c'est Michel Charzat, il y a 2007, à la campagne présidentielle, quand Ségolène Royal, parmi ses propositions, non pas constitutionnelles, mais ses propositions de pratique politique, disait il faut faire des jurys citoyens. Michel Charzat dit oh là, c'est Robespierre, c'est le retour des coupeurs de tête, c'est des magots. Bon, Michel Charzat, qui était maire du 20e arrondissement, qu'est-ce qu'il faisait dans son arrondissement? Il avait instauré des jurys citoyens tirés au sort. C'est ce que je dis, je dis pas ce que je dis. Mais voilà, la proposition de tirage au sort, elle a cheminé tranquillement. Dans les candidats aux primaires socialistes, il y a un candidat, Arnaud Montebourg, qui a dit il faut généraliser le tirage au sort pour la désignation d'un Sénat.
C'est aussi une façon de supprimer une assemblée très critique dans le fonctionnement très critiquée dans le fonctionnement de la Ve République. Anomalie démocratique, avait dit Lionel Jospin à propos du Sénat. Alors, voilà, c'est des choses qu'on expérimente, c'est des choses qui peuvent être utiles. En même temps que le tirage au sort, il y a d'autres modalités. Je pense au sondage délibératif ou au jury citoyen. Il y a eu en France une expérimentation, mais là encore, en Angleterre, le jury citoyen ou les conférences citoyennes, c'est quelque chose de très pratiqué. Sur beaucoup de sujets. En France, on en a deux exemples. Le premier exemple, c'était en 2000, sur les EGM, où l'Office parlementaire des choix technologiques et scientifiques avait décidé de constituer, d'expérimenter, probablement parce que c'était un petit truc au sein de l'Assemblée qui voulait faire parler d'eux un peu. Ils ont dit, allez, on va faire un truc sur les EGM, et puis on va tirer au sort les citoyens, on va les convoquer pendant 4 week-ends, ils vont se former, et à la fin, on leur demandera un avis. Bon. La deuxième fois qu'on l'a fait, c'est pour la fin de vie. Voilà, et qu'est-ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que ça met pas en jeu la démocratie, c'est que c'est super intéressant, c'est que ça permet de produire un avis qui est souvent en décalage avec ce que disent les acteurs politiques. Ça les oblige aussi à délibérer, c'est-à-dire à justifier le fait qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, à répondre. Et donc là, on est bien dans un jeu de l'argumentation. Et l'argumentation nous fait progresser tous. Le fait d'entendre les arguments des uns et des autres, ça nous fait progresser, ça nous permet de construire nos opinions, etc. Donc on est bien dans l'apprentissage du dialogue démocratique. Alors, ça renvoie à ce que vous dites. Est-ce qu'il faut tirer les sénateurs ou une troisième assemblée au sort? J'en ai parlé. Moi, je suis plutôt un fervent partisan d'expérimentation et de généralisation d'expérimentation du tirage au sort, que ce soit par le biais de conférences citoyennes ou que ce soit par le biais éventuellement même d'une troisième assemblée, en effet. Mais il y a d'autres procédures qui peuvent être utilisées. Dominique Rousseau et certains parlementaires, d'ailleurs, le font déjà en partie ou essayent de le faire, parce que c'est aussi coûteux en temps. Et parfois, ça ne rapporte pas grand-chose en voix. C'est le fait de prendre un projet de loi, par exemple, et d'ouvrir une délibération dans une circonscription à l'ensemble des citoyens volontaires sur un projet de loi. Dominique Grimbourg a fait à peu près la même chose il y a peu de temps ici à Nantes. Voilà, et ça dure. Lui, il avait monté une expérience qui durait plusieurs week-ends. Et on débattait à chaque fois des articles de loi, des amendements qu'on pourrait déposer, du sens qu'avait l'article, etc. Et donc, tous les citoyens qui ont participé à ça, non seulement ont pu donner des points de vue, forcément tous aussi intelligents ou plus intelligents que les uns que les autres, mais en plus, ils ont procédé, ils ont participé d'une augmentation de leur propre pouvoir. Par un apprentissage de ce qu'est la loi, de ce que sont les calendriers, de la façon dont on rédige un amendement, etc. Voilà, nous ne sommes pas au bout, nous ne sommes jamais au bout finalement de ces processus d'acculturation et d'éducation et d'apprentissage. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on l'aura fait une fois pour une génération ou dans un exemple qu'on en aura terminé, que ce sera acquis. Ce sont des choses qu'il faut toujours justement cultiver, acquérir. Et donc, Dominique Rousseau a prolongé un peu ce travail-là en suggérant qu'il fallait que pour certains projets de loi, il y ait une obligation de réunir des assemblées de circonscription. Alors comment ça se réunit une assemblée de circonscription? Qu'est-ce que c'est exactement qu'une assemblée de circonscription quand vous avez en tête le fait qu'une circonscription c'est 120 000 électeurs en moyenne? Une fourchette donnée par le Conseil constitutionnel, il y a eu des redécoupages, etc. Mais en gros c'est 120 000 électeurs. 120 000 électeurs, c'est 3 fois la Beaujoire. Bon. Alors c'est vrai qu'à la Beaujoire, quand tout le monde se tait, on entend le bruit du ballon. Donc, même sur le plan acoustique, 40 000 personnes, on peut s'entendre. Vous mettez quelqu'un au milieu du stade, tout le monde se tait, on l'entend. Bon, les Grecs avaient déjà réfléchi à ça, d'ailleurs, à cette question de l'acoustique. Bon, maintenant, en plus, on a des micros, tout ça, ça ne sert à rien. Mais évidemment que personne n'imagine non plus que 120 000 citoyens participeront effectivement. Et donc là-dessus, je crois qu'il faut aussi osciller entre deux pôles. Le pôle extrême, d'un côté, qui consiste à dire seuls les représentants savent, et parce qu'ils sont élus, ils sont les seuls à savoir. Ça, je crois qu'on est sorti et qu'on ne peut plus tenir ce type de discours. Faites-moi confiance. Y compris lorsque je fais et je vote les textes complètement inverses à ce que je m'étais engagé à voter au début du quinquennat. Soit le deuxième extrême, tout le monde participera. Je crois qu'il faut concevoir l'idée de la participation comme un droit à participer. Et déjà, si on conçoit ça comme ça, ce sera bien. En Grèce, il y avait 40 000 citoyens à Athènes. On estime que la colline sur laquelle ils se réunissaient, l'amphithéâtre qui leur permettait de débattre et de se réunir, faisait au maximum 14 000 places. Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà conscience qu'il y avait des formes d'absentisme.
D'ailleurs, à un moment, ça a été tellement grave l'absentéisme qu'ils ont commencé à rémunérer la participation au débat. C'est ce que Aristote avait justement contesté en disant c'est scandaleux, un citoyen n'a pas à être intéressé à la partie, il faut qu'il vienne pour l'intérêt général, le bien commun, comme disait Aristote. Ce système, il marquait aussi des limites. Il marquait une limite, c'est le fait que les riches, notamment, désertaient, et les pauvres aussi, les plus pauvres. Et à partir du moment où on a intéressé à la partie, c'est les plus pauvres qui revenaient, les riches restaient de côté. Mais ça n'empêchait pas aussi d'être traversé par des clivages sociaux entre riches et pauvres. Alors est-ce qu'on est en démocratie ou en oligarchie Ça c'est une question toujours délicate, y compris pour un enseignant de Sciences Po, parce qu'en philosophie ou en théorie politique, quand on enseigne à nos étudiants les régimes politiques, on leur explique de manière assez théorique, voilà, il y a des types de régimes politiques qui ont été pensés par nos prédécesseurs, auxquels nous devons beaucoup, Hannah Arendt, le totalitarisme, Montesquieu, etc., la séparation des pouvoirs, la démocratie, Tocqueville, toute cette tradition un peu libérale occidentale, et puis il y a les régimes autoritaires, phase un peu nouvelle, vers laquelle certaines démocraties peuvent d'ailleurs basculer. Regardez ce qui se passe en Turquie, où le président est élu, regardez ce qui se passe en Hongrie, où le Premier ministre est désigné démocratiquement. Est-ce que ce sont encore des démocraties, ou est-ce qu'on n'est pas dans le cadre de régimes autoritaires? C'est très difficile pour moi de me prononcer, parce que je fais partie de ceux qui pensent que les enseignements qu'on donne à nos étudiants, c'est pas seulement de la théorie, c'est aussi des catégories qui doivent leur servir à qualifier le réel qu'ils sont en train de vivre, dans lequel nous vivons tous. Donc ouais, il y a des fois où je me laisserais bien aller à penser que la frontière entre la démocratie et l'oligarchie est mince. Et c'est un long débat. Oui, je voulais mettre en avant un risque de trafiquer la participation des gens, c'est-à-dire qu'on fait semblant que les gens participent et en fait après on fait ce qu'on veut derrière, parce qu'il y a des étapes où il n'y a plus de transparence ou alors il y a de la manipulation. Et on a vu dernièrement un débat public qui s'est ouvert sur le thème de la vaccination, puisqu'il y avait eu une pétition qui avait reçu plus d'1 million de signatures pour demander des vaccins sans aluminium. Suite à ça, la ministre dit « Bon, ben on va faire un débat public ». Donc le débat public, quand même, maintenant, on a quand même des moyens sur Internet, les gens peuvent intervenir. Et malgré la qualité des interventions et beaucoup d'interventions qui allaient vraiment dans le sens de la pétition, eh bien, la conclusion de l'échange a été donnée à un petit groupe. Alors, était-il sous la pression des lobbies? Moi, je le suppose. Mais ce petit groupe a décidé quelque chose qui est encore pire que la situation actuelle. Aujourd'hui, enfin, bon, je ne vais peut-être pas décrire toute l'histoire des vaccins. Et apparemment, je crois que la ministre est en train de revenir en arrière par rapport à la décision de ce petit groupe. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi beaucoup de risques, justement, dans une situation où on est vraiment sous la pression des lobbies et dans une oligarchie, beaucoup de risques de faire semblant de faire des changements et même de dire, eh ben, plus on change, moins on change. C'est-à-dire qu'on fait des petits trucs cosmétiques et ça permet de continuer toujours comme avant. Donc ça, c'est le risque qu'il existe. C'est une question super intéressante, celle que vous posez, parce que c'est des choses qu'on entend très souvent. Y compris d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'observateurs, parfois on y participe. On y participe en désenchantant en quelque sorte un certain nombre d'illusions sur la croyance que certains élus ou certains acteurs ou certains militants ont placé dans la démocratie participative. Souvent il nous arrive d'aller voir comment ça se passe et puis de dire bah, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait faire. Les catégories sociales qui prennent la parole dans les institutions de démocratie participative sont les mêmes catégories sociales que celles qui composent généralement le milieu des élus. Souvent ce sont des gens d'ailleurs aussi relativement âgés qui participent au conseil de quartier, au conseil du développement, etc. Souvent il y a plus d'hommes que de femmes, il n'y a pas de jeunes. Enfin bref, on peut alimenter comme ça toute la série. Il n'en demeure pas moins qu'on a là des espaces qu'il faut investir et qu'il faut aussi considérer dans des comment dire,
dans des rôles ou des fonctions qu'ils peuvent jouer sans qu'on s'en rende véritablement compte, et y compris en menant le discours critique que vous suggérez. On a voulu un débat, on veut participer, mais on ne nous laisse pas, etc. On va organiser un débat public, mais le débat public, il est manipulé. Un débat public, à partir du moment où il est public, il n'est plus manipulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le débat public s'échangent des argumentations, se forment ce que j'ai appelé tout à l'heure des processus d'apprentissage. Des gens qui n'y connaissaient rien apprennent des choses. Ils confrontent des arguments. Plus vous élargissez les arènes, comme on dit chez nous, plus vous élargissez les arènes, et plus les processus d'argumentation seront partagés, plus les questionnements seront partagés, plus les gens seront en mesure de se faire leur propre opinion. Et finalement, ici, ce qu'il faut bien considérer, c'est que les élus qui mettent en place ces dispositifs, y compris parfois en ayant en tête qu'ils vont gérer les choses, ils vont tout contrôler, etc., bon, ils prennent un risque. Ils prennent toujours le risque d'être débordés. Ils prennent toujours le risque... Alors d'abord, ils prennent un risque, et c'est même presque une obligation, c'est le fait d'avoir à se justifier dans le débat. Ce que vous disiez est très juste, mais il ne faut jamais clore à un moment donné, c'est comme pour les sondages. Une question n'est pas réglée parce qu'il y a 70% des Français qui ont dit un jour que tac, il suffit de mener le débat, de les convaincre, d'organiser des discussions pour voir que en mai 2008, le débat sur l'identité nationale, il y a 75% des Français qui sont pour, et 6 mois après, il y a 70% des Français qui trouvent que c'est n'importe quoi. Bon, voilà, entre-temps, les gens ont débattu, la société civile s'est saisie de tout ça. Rien n'est... voilà. Et un débat public, c'est un peu la même chose. Vous savez quand vous l'ouvrez, vous savez comment ça va se terminer, et ça peut d'ailleurs se terminer très mal pour les élus. En tout cas, pas bien. Pourquoi? Parce que, y compris lorsque l'élu a pris ce risque d'ouvrir un débat, que des argumentations se sont échangées, il faut prendre une décision. Cette décision, elle peut aller à l'encontre de ce qui s'est dit dans le débat, ce que vous suggérez. Oui, mais après, les citoyens, ils peuvent sanctionner aussi. Au moins, l'élu a été rendu, a été placé dans l'obligation de répondre, de se justifier. Et donc cette justification, elle est aussi publique, là où autrefois, il n'y avait même pas besoin de justifier les décisions, où on les justifiait si peu, où on les justifiait à travers le seul point de vue des experts. Vous parliez de vaccination, regardez comment ça s'est passé il y a quelques années sous le règne de Roselyne Bachelot. Voilà. Donc, ouvrir un espace public, ouvrir un débat public, oui, vous pouvez dire qu'il y a des gens qui manipulent, ils font ça pour calmer les gens, ils font ça pour les amener progressivement dans leur position, etc. Oui, mais non, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Lorsque le roi d'Angleterre décide par ailleurs de concéder l'existence d'un parlement pour consentir à l'impôt, il ne sait pas qu'à la fin ça s'appelle le régime parlementaire et la démocratie. Hein. Il y a des processus historiques que même ceux qui les mettent en place ne maîtrisent pas. Parfois ils jouent des choses dans les débats qui débordent largement, y compris ce que les élus les plus mesquins, les plus manipulateurs, etc. Peuvent envisager de faire. Il y a des obligations, et puis moi je crois beaucoup, c'est ce que j'essayais de dire aussi tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'hypothèse de la 6ème République, quelle qu'elle soit, quels que soient les équilibres, etc., moi je crois beaucoup à l'idée de la délibération, et à l'idée de la publicité. C'est une bonne décision, une décision n'est bonne d'une certaine manière que si elle est bien délibérée. Si la délibération n'est pas correcte, la décision elle est fragile. Et nous souffrons justement de ça. Donc ça veut dire qu'il faut délibérer, ne pas hésiter à ouvrir les arènes. Alors c'est vrai que c'est coûteux, ça peut prendre plus de temps. Ça rentre dans un jeu aussi, me semble-t-il, non pas d'exclusion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ce que je disais tout à l'heure dans le propos, très rapidement, c'est il n'y a pas d'un côté la démocratie directe et de l'autre côté les représentants ou les gouvernants. C'est-à-dire c'est un jeu de va-et-vient en permanence entre... Moi je crois à l'idée de la démocratie continue qu'exprimait Dominique Rousseau, à l'idée de la fluidité. C'est-à-dire qu'il faut que le politique retrouve un lien avec ce qui se passe dans la société, les citoyens, etc. Mais il faut arrêter éventuellement d'opposer les uns aux autres. Je pense qu'on ne gagnera pas à continuer sur cette opposition. Donc il faut retrouver des liens, il faut retrouver de la fluidité, il faut réouvrir des débats. Alors des débats dans lesquels on demandera parfois aux élus, en effet, de ne pas être à la place où je suis, mais d'être plutôt dans la salle. Voilà. Et ça fait partie des choses qu'on voit aussi très bien dans les dispositifs de démocratie participative, par exemple, qui rédige l'ordre du jour, qui prend la parole. Voilà, et tout ça, ça permet de définir des échelles de croyance ou d'intensité de la croyance dans les processus de démocratie participative. Mais même quand un élu prend la parole dans un débat public qui est élargi, il peut aussi lui arriver d'être soumis à la critique. Il y avait une vidéo qui circulait, Fabrice doit la connaître très bien, mais
la vidéo qui circulait sur la convocation consentie par Nantes Métropole aux habitants de Trentemoux sur les questions de chaufferie, ça montre bien aussi que un débat public, ça ne se manipule pas. Et parfois, les élus s'en rendent compte. Voilà. Donc, oui, la publicité, chaque fois qu'est donnée l'occasion. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus penser que la confrontation du citoyen à l'élu est le mode normal, et ordinaire, et évident, et automatique. On parlait tout à l'heure des assemblées parlementaires, des assemblées de circonscription, ça peut jouer sur des modes de collaboration, ça peut jouer sur des tas de registres. Mais je crois qu'il faut investir, il faut croire malgré tout dans ces trucs-là. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la publicité, il n'y a rien de mieux que l'élargissement possible des argumentations, parce que c'est aussi l'un des meilleurs moyens pour prévenir les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ils ont besoin de relations directes entre les décideurs. Et je parlais des conflits d'intérêts qui touchent les élus tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier non plus que, y compris dans le secteur de l'université, dans un certain nombre de professions universitaires, il y a aujourd'hui des situations de conflits d'intérêts qui sont dramatiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la pharmacie, et on parlait de l'Europe, et à l'échelle européenne aujourd'hui, enfin, là encore dans l'actualité, vous avez des tas d'exemples de décisions de haute autorité ou de soi-disant haute autorité composées par des scientifiques qui sont tous appointés par les laboratoires pharmaceutiques ou par les firmes de produits chimiques, etc. Ça produit des effets désastreux, et pour les citoyens ordinaires, c'est désastreux. Il y a cette fameuse enquête là, qui vient de sortir, mais qui n'est que la énième enquête qui vient confirmer encore des tas de choses. C'est-à-dire on bouffe n'importe quoi, on retrouve aujourd'hui des traces des molécules de Roundup dans nos urines, à des taux qui dépassent de 10 fois en moyenne le taux que l'on autorise dans l'eau que nous buvons. Bon, et ça pose des problèmes. Et les deux agences européennes ont refusé de classer ce produit comme cancérigène et donc d'autoriser son interdiction. Continuons comme ça. Là, derrière, il y a des conflits d'intérêts énormes. Industriels, experts de la santé publique, experts de la pharmacie, etc. Mais justement, l'ouverture des débats, le fait que des organisations citoyennes... Voilà, là, on n'a pas besoin de parler de constitution pour donner au pouvoir, aux citoyens, la capacité de retrouver du pouvoir. On peut, après, faire des modifications, des propositions constitutionnelles, de référendum d'initiative populaire, ou de pétition, ou d'ouverture d'enquête, etc. Et tout ça, ce sont aussi des moyens d'élargir la délibération et la publicité des choses. Alors, ce qui pose aussi une autre question qu'on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est pas non plus clairement dans la Constitution, même si ça a été abordé dans plusieurs textes de nature constitutionnelle, puisque pour le Conseil constitutionnel, la Constitution, c'est pas seulement le texte de la Constitution, c'est plein d'autres normes. C'est la question de la liberté de la presse, qui renvoie à ce qu'on parlait tout à l'heure sur les questions d'oligarchie et de concentration. Aujourd'hui, la presse française est dans une situation de concentration comparable à la pire des démocraties occidentales. Ce qui amène d'ailleurs certains à reposer ces questions de concentration. Il ne faut pas dire non plus d'un autre côté, ah oui, mais on ne peut pas agir. Si, on peut agir. À plusieurs reprises dans l'histoire de France, on a agi contre la concentration des médias. Les lois R100, la décensure du Conseil constitutionnel, etc. Parce que Lionel Jospin, malgré tout, n'a pas complètement mis en œuvre, à savoir l'idée des cantonnements, qu'on ne pouvait pas posséder plus, je ne sais plus combien % de la presse écrite, plus la presse radio, enfin plus la radio, plus une télévision de diffusion nationale. On a fixé des limites, et il est peut-être temps de recommencer à réfléchir à ces limites. Parce que derrière, au-delà de... Là encore, je ne peux pas tomber non plus dans l'idée la presse manipule, etc. Simplement des soupçons. Il y a le conflit d'intérêts, c'est pas forcément... parfois, on est en situation de conflit d'intérêts, mais ça ne veut pas dire que la décision qu'on prend a été toujours influencée par ces conflits d'intérêts. Dans un jury de recrutement, si c'est ma femme qui est candidate, théoriquement, voilà, même si j'émets un avis négatif sur ma femme, ça me sera reproché d'avoir siégé. Parce que je suis en situation... Donc il faut éviter le soupçon. C'est ça aussi l'idée. Pour la presse, le problème n'est pas de savoir si Pierre Berger est un soutien d'Emmanuel Macron et fait écrire tous les journalistes du monde pour Emmanuel Macron, ou si Serge Dassault fait écrire tous ses journalistes pour François Fillon, limite, peu importe. Le truc, c'est juste qu'il y a des soupçons qui demeurent quant à l'indépendance des journalistes.
Et l'indépendance des journalistes, l'indépendance des rédactions, ça doit être garanti. Il y a des mécanismes qui permettent de le faire. L'Angleterre a beaucoup d'avance sur nous, d'ailleurs, sur ces cas-là. Il y a quelques propositions aujourd'hui qui cheminent, mais qui participent aussi de l'élargissement nécessaire et indispensable, me semble-t-il, du débat sur, à travers la question de la 6ème République, c'est la question de dans quelle démocratie nous voulons vivre. Est-ce que c'est une démocratie qui reconsacre des figures d'autorité ? Est-ce que c'est des démocraties qui reconsacrent le fait que nous donnions notre confiance à quelqu'un et qui, pendant 5 ans, fait exactement le contraire de ce que nous lui avons chargé de faire ? Voilà, est-ce que nous acceptons d'être mal informés, ou que le soupçon pèse sur l'information ? Est-ce que nous acceptons que le soupçon pèse sur un certain nombre de décisions qui peuvent être prises par des soi-disant autorités gangrénées par les conflits d'intérêts, etc. Tout ça, ce sont des questions qui dépassent très largement le seul cadre constitutionnel. C'est pour ça que je conclurai peut-être là-dessus en vous invitant à ne pas penser simplement au prisme de la 6ème République, mais à penser de manière beaucoup plus large sur la question de la transparence, de la publicité, de la généralisation de l'exigence démocratique à tous les étages. Voilà. Merci beaucoup, mais je crois que... Je crois que vous dit qu'elle a amené une bibliographie qu'il tenait à vous faire partager, donc comme ce ne sera pas une question, mais ce sera un peu son mot de la fin. Et puis en vous remerciant tous d'avoir été aussi attentifs et fidèles, encore une fois. Oui, parce que en bon universitaire, je ne viens pas sans mes livres, et en bon universitaire, je dois faire les notes de bas de page. Donc les notes de bas de page, vous savez, c'est le travail qui consiste à payer sa dette. Je vous ai parlé du petit livre de Stéphane Guénette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste et Antoine Vaucher pour un traité de démocratisation de l'Europe. C'est pas la lecture la plus exaltante, mais faut les soutenir. Faut les soutenir parce que c'est intéressant de voir des collègues qui très souvent et trop longtemps se sont détournés de la politique, y retourner ou y venir tout simplement en se disant ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, etc. Ça peut servir parfois à quelque chose, à verser une proposition en débat public. Ça participe de ce que je disais tout à l'heure, vive le débat public, vive les propositions, vive la réforme. Antoine Vaucher avait écrit un très bon petit livre d'initiation aussi à la question de la démocratisation de l'Europe. Ça s'appelle Démocratiser l'Europe, c'est publié dans une petite collection qui s'appelle La République des idées au seuil. Collection dirigée par Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon, donc, qui est aujourd'hui professeur au Collège de France, dont l'un des derniers ouvrages vient de paraître en poche sous le titre Le bon gouvernement, où Pierre Rosanvallon attire notre attention sur le fait que justement il faut essayer d'arrêter de penser la seule démocratie de l'élection et penser la question du gouvernement démocratique, donc du bon gouvernement. Donc c'est une façon de s'approprier pour lui les questions de démocratie continue, de démocratie participative, qui marque une inflexion quand même relativement récente dans son travail et dans son orientation. Une inflexion dans laquelle probablement Yves Saint-Omer, un autre collègue, n'est pas pour rien, puisque ça fait des années qu'Yves Saint-Omer travaille ici sur la participation, le tirage au sort, des formes éventuellement un peu sauvages et contestataires de la démocratie. Ça, c'est son expérience et son ancrage berlinois. Donc Yves Saint-Omer qui a publié récemment une petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours. Donc c'est un travail sur le tirage au sort, mais pas seulement sur le tirage au sort, mais sur l'activité politique, la délibération, la publicité. C'est un ouvrage assez intéressant qui se situe dans le prolongement. Je ne le cite pas, je ne l'ai pas amené, puis il tombe en charpie, tellement je l'ai utilisé. C'est l'ouvrage de Bernard Manin qui s'appelle Principe du gouvernement représentatif, publié en Champ-Flammarion en 1995. Nous avons eu l'honneur d'ailleurs, nous, à Nantes, d'accueillir il y a 2 ans Bernard Manin pour fêter le 20e anniversaire de la publication de cet ouvrage. Juste 2 petites contributions personnelles. J'avais participé en août-septembre 2013 à une table ronde dans la revue Esprit sous le titre À quoi servent les partis politiques, dans lequel il y a des choses aussi sur la démocratie, la discussion, la caporalisation ou pas. Et une autre revue, qui est une revue à laquelle j'ai aussi l'honneur de participer en tant que membre de son comité de rédaction, qui s'appelle Place Publique, qui est une revue donc éditée sur l'aire métropolitaine de Saint-Nazaire. Donc j'ai en main le 61e numéro, c'est-à-dire l'avant-dernier, que nous avons consacré essentiellement aux réfugiés, à l'accueil des réfugiés. Je vous en parle parce que j'avais publié dans ce numéro 61 une première petite analyse un peu rapide du processus des primaires
dont on n'a pas parlé ou dont on a parlé en le citant mais sans l'analyser, les primaires. On le met dans la Constitution ou pas? Je vous rappelle que lorsque Charles Pasqua invente la droite l'idée des primaires, au moment du plus fort de l'affrontement entre Jacques Chirac et Édouard Balladur pour essayer de les départager, Jacques Pasqua propose une proposition de loi qui inclut en partie une révision constitutionnelle et l'inscription dans la Constitution de l'obligation de faire des primaires. Ah, on le met ou pas? Ça fait partie des choses que nous aurons peut-être à discuter dans l'année qui vient, dans d'autres cadres. Bon courage à tous. Merci beaucoup.